Cette vidéo est la troisième partie de la vie fixée chez les plantes. Nous allons ici observer la reproduction des plantes à fleurs et nous commençons par la fleur, un organe spécialisé dans la reproduction. La fleur est un caractère dérivé partagé par toutes les angiospermes. Elle est portée par une tige, que l'on appelle le pédoncule, insérée à l'aisselle d'une feuille qui est appelée bractée. L'extrémité renflée du pédoncule se nomme réceptacle floral. Les fleurs présentent une organisation commune. Elles sont constituées de différentes pièces florales situées sur des cercles ou ellipses concentriques que l'on nomme les verticilles. Afin de mieux comprendre l'organisation de la fleur, nous allons faire une dissection d'une fleur de lys. Donc tout d'abord, le verticille 1, que l'on appelle le calice, qui comprend les sépales, c'est-à-dire des pièces florales qui sont normalement chlorophylliennes et de couleur verte. Bon, pour le lys, ce n'est pas le cas, vous voyez qu'elles sont de la même couleur que les pétales, on les appelle du coup des tépales. Une fois qu'on a enlevé les 3 sépales de notre fleur de lys, que l'on peut représenter ici, on va passer au verticille 2. Alors le verticille 2 correspond à la corolle et comprend l'ensemble des pétales. Donc les pétales sont des pièces florales qui sont de couleurs variées et qui sont non chlorophylliennes. En fait, ce sont des pièces florales comme les sépales qui sont stériles et elles sont impliquées dans la protection et parfois dans l'attraction des pollinisateurs. Lorsque les fleurs ont besoin de pollinisateurs, comme c'est le cas pour le lys, on peut trouver à la base des pétales ce qu'on appelle le nectar, c'est-à-dire un suc sécrété généralement par les nectaires des plantes, exprès pour attirer les pollinisateurs. Voici à présent les pièces florales fertiles impliquées dans la reproduction. Alors tout d'abord l'androcée, le verticille 3. Ce verticille que nous pouvons observer ici est constitué de ce que l'on appelle les étamines. Les étamines sont en 2 parties, les anthères qui abritent les grains de pollen qui contiennent les gamètes mâles et le filet au bout duquel donc, se trouvent les anthères. Il est possible d'observer les grains de pollen au microscope. Donc les grains de pollen, c'est en fait l'élément mobile mâle produit par la fleur. Ce sont de minuscules petits grains de forme plus ou moins ovoïde, de quelques dizaines de micromètres de diamètre, et ils sont contenus dans les anthères à l'extrémité des étamines. Donc le grain de pollen, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas un gamète. En fait, il contient les gamètes mâles. Maintenant, voici le verticille 4, appelé gynécée ou pistil. Alors, il est constitué de plusieurs parties, l'ovaire, que nous voyons ici, puis le style, et au bout, le stigmate. Donc le gynécée ou pistil peut être constitué de plusieurs parties appelées carpelles. Le gynécée constitue l'organe féminin de la plante. C'est lui qui contient les ovules qui sont protégés à l'intérieur de l'ovaire. Ces ovules peuvent être observés en faisant une coupe soit longitudinale, soit transversale au niveau de l'ovaire. On peut récapituler tout ceci sous forme d'un schéma, avec en vert les pièces florales stériles impliquées dans la protection et parfois l'attraction des pollinisateurs, c'est-à-dire les sépales, le verticille 1, donc le calice, et les pétales, le verticille 2, donc la corolle. Ensuite, en rose, les pièces florales fertiles impliquées dans la reproduction, avec les étamines qui correspondent à l'anthrocée, le verticille 3, et le pistil qui correspond au verticille 4, donc au gynécée. Si l'on reprend maintenant notre fleur de lys et que nous faisons une coupe transversale au niveau de cette fleur, on peut observer à nouveau les mêmes structures. Donc sépales, pétales, étamines, carpelles, les ovules à l'intérieur. Et cette structure, avec cette coupe transversale, ça va être la base de la construction de ce qu'on appelle un diagramme floral. Le diagramme floral, c'est en fait un schéma des différentes pièces florales de la fleur, théoriquement coupées transversalement, et passant par tous les verticilles, ainsi que la bractée et l'axe de l'inflorescence. Donc la bractée florale est représentée en bas, alors que l'axe de l'inflorescence est représenté en haut sous forme d'un point. Voici ici le diagramme floral de notre fleur de lys. Donc il respecte un ensemble de codes très précis. Les sépales sont représentés par des arcs blancs que nous voyons à l'extérieur. Les pétales sont représentés par des arcs noirs. Les étamines sont représentés au niveau des anthères par un B à tourner soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur selon la position de l'étamine.
Pour ce qui est du pistil, on le représente par une coupe transversale au niveau de l'ovaire. L'appartenance à un même verticille peut être matérialisée par des pointillés, et lorsque les pièces sont soudées, on les relie par un trait plein. Alors pour pouvoir représenter le pistil, on ne peut rien faire tant que l'ovaire est entier. Il faut d'abord faire une coupe transversale, ensuite on repère le type de placentation, on repère les carpelles, et ensuite on peut faire une schématisation de l'ovaire. Là c'est le cas de la tulipe, on voit que la placentation est axile, c'est-à-dire que les ovules sont insérés au niveau de l'axe, alors que si les ovules avaient été insérés au niveau de la paroi, on aurait parlé de placentation pariétale. Une fois que ceci est fait, donc on peut faire notre schématisation. L'intérêt de faire des diagrammes floraux, c'est que chaque famille a son propre diagramme floral. Donc en faisant une dissection d'une fleur, on peut réussir de cette façon à identifier la famille. Évidemment, il y a des familles qui ont les mêmes types de diagrammes floraux, donc ce n'est pas suffisant juste avec le diagramme pour ranger la fleur dans une famille, mais en tout cas, ça aide beaucoup. Donc on va prendre un exemple, on prend une fleur de Lisianthus. On peut ensuite disséquer cette fleur et représenter les différents verticilles sous forme de cercle, comme nous voyons ici. Et une fois que l'on a fait ça, donc on compte le nombre de sépales, de pétales, d'étamines, puis on réalise une coupe transversale au niveau de l'ovaire. On peut alors observer les carpelles. Et une fois que l'on a fait ça, on peut donc construire le diagramme floral. Et ce diagramme floral est un indice essentiel pour placer le Lisianthus dans la famille des Gentianacées. Alors maintenant que nous avons vu de quoi était constituée une fleur, nous allons pouvoir voir comment l'organisation florale se met en place grâce à l'intervention de plusieurs gènes de développement, selon ce qu'on appelle un modèle séquentiel nommé ABC. On va donc déterminer comment se réalise le contrôle génétique de la morphogénèse florale, c'est-à-dire le contrôle génétique de la mise en place des différentes parties de la fleur. Pour trouver le rôle de chaque groupe de gènes, les scientifiques ont travaillé sur une plante sauvage nommée Arabidopsis thaliana, qui est une espèce modèle très étudiée en biologie. Comme la plupart des angiospermes, sa fleur est constituée de 4 verticilles, donc 4 cercles concentriques de pièces florales différentes. Chez cette espèce, l'avantage, c'est qu'on peut réaliser des mutants dont les gènes de l'une ou l'autre des classes A, B et C sont inactivés. En inactivant les gènes de classe A, on se rend compte que les sépales se transforment en carpelles et les pétales se transforment en étamines. Puis, en inactivant les gènes de classe B, on réalise que les pétales se transforment en sépales et les étamines se transforment en carpelles. Enfin, en inactivant les gènes de classe C, on réalise que les étamines se transforment en pétales et les carpelles se transforment en sépales. On peut donc en déduire plusieurs choses. Première chose, la mise en place de sépales nécessite la présence d'allèles fonctionnels des gènes de classe A. La mise en place des pétales nécessite la présence d'allèles des gènes de classe A et B. Celle des étamines nécessite la présence des gènes de classe B et C. Et celle des carpelles nécessite la présence des allèles de gènes de classe C. Ainsi, la caractérisation des mutants A, B et C permet d'établir un modèle expliquant le mécanisme de détermination de l'identité des différents organes floraux, donc le modèle A, B, C. On réalise également que selon ce modèle A, B et C, les fonctions A et C sont antagonistes, puisque chez les mutants de classe A, la fonction C s'étend à l'ensemble des verticilles et vice-versa. Donc ainsi, on en déduit que c'est la combinaison dans le temps et dans l'espace de l'activité des gènes de classe A, B et C qui va déterminer l'identité, mais également la place des différents organes de chaque verticille. Il s'agit bien, comme chez les animaux, de gènes du développement. Avant d'expliquer comment la dissémination du pollen puis la dispersion des graines est possible, nous allons faire un rapide rappel sur comment la fleur peut se transformer en fruit. Pour simplifier les choses, nous allons prendre une plante hermaphrodite, ici le pois cultivé, c'est-à-dire qui possède étamines et pistils et qui est capable d'autofécondation. Même si le plus souvent, il y a une fécondation croisée, donc qui maintient le brassage génétique. Alors, première étape, après le dépôt d'un grain de pollen sur les stigmates du pistil, comme on peut le voir ici, le grain de pollen va germer en formant ce qu'on appelle un tube pollinique.
et ce tube pollinique va progressivement se propager jusqu'aux ovules. Le gamète mâle du grain de pollen va alors rencontrer le gamète femelle de l'ovule. Après la fécondation, la fleur va progressivement se transformer en fruit et les ovules fécondés vont se transformer en graines. Donc ça, c'est quand il y a autofécondation. Mais la plupart du temps, il n'y a pas autofécondation mais fécondation croisée, c'est-à-dire que le mode de vie fixé des angiospermes va imposer un transport qui va être obligatoire du pollen d'une fleur à une autre. On parle de pollinisation. Dans cette partie, nous sommes toujours donc dans la reproduction des plantes à fleurs et nous allons voir la pollinisation et la dispersion des graines. En ce qui concerne la pollinisation, il faut savoir qu'elle peut être réalisée par le vent, donc on parle de plantes anémogames, par l'eau, on parle de plantes hydrogames, ou par les animaux, on parle de plantes zoogames. Dans le cas d'une collaboration entre un animal pollinisateur et une fleur zoogame, des adaptations souvent très étroites entre ces derniers sont observées. Pour la fleur, on va avoir une adaptation concernant la reproduction. Par sa couleur, par sa forme, par sa taille, par son parfum et par la sécrétion du nectar, la fleur attire spécifiquement l'animal capable de le polliniser. La forme, la taille et l'ornementation du pollen favorisent également l'accrochage sur l'animal, puis le transport du pollen. Les adaptations concernant l'animal, ce seront des adaptations pour la nutrition. L'animal pollinisateur présente donc des adaptations pour repérer des fleurs, par exemple une vision optimisée pour la perception des UV, et des adaptations pour prélever le nectar. La relation entre l'étoile de Madagascar, que l'on appelle aussi l'orchidée comète, que nous voyons ici, et un papillon pollinisateur, le sphinx, donc qui est un papillon de nuit, est un exemple spectaculaire de coévolution. En fait, l'orchidée de Madagascar se caractérise par de grandes fleurs blanches qui s'ouvrent la nuit et qui libèrent un fort parfum. Et elles sont ornées d'un éperon extrêmement long, donc une sorte de tube, qui fait plus de 30 cm. Et cette plante a fasciné les naturalistes car on ne connaissait pas l'insecte qui le pollinisait, et on ne comprenait pas la raison de la présence d'un aussi long éperon. Et c'est Charles Darwin, qui a beaucoup étudié cette espèce, qui le premier a proposé qu'il devait exister à Madagascar un papillon de nuit pourvu d'une longue trompe d'environ 30 cm, et que ce serait le seul à pouvoir plonger dans l'éperon de l'orchidée pour pouvoir récupérer le nectar et par la même occasion se charger de pollen. Et donc on a fini par découvrir ce papillon et effectivement on s'est rendu compte que c'était le seul papillon qui pouvait polliniser cette orchidée. C'est donc le résultat d'une coévolution très étroite où chacun des deux partenaires a influencé l'évolution de l'autre, favorisant ainsi la formation de structures très particulières et chez le sphinx, donc une trompe de 30 cm, et chez l'orchidée, donc un éperon long de 30 cm. Alors une fois qu'il y a eu pollinisation, que les ovules se sont transformés en graines et que la fleur s'est transformée en fruit, les graines ou les fruits contenant les graines sont dispersés soit par le vent, on parle d'anémochorie, soit par l'eau, on parle d'hydrochorie, soit par la gravité, on parle de barochorie, ou encore par les animaux qui les transportent, donc accrochés à leur corps, ou qui les consomment en les rejetant dans le milieu par leurs excréments. On parle de zoochorie. Donc là aussi, il peut y avoir une collaboration étroite entre l'animal disséminateur et la plante suite à une coévolution. Les fruits disséminés par les animaux sont généralement charnus, colorés et riches en sucre, ou alors adhérents et s'accrochant au pelage. Finalement, la capacité d'une espèce à coloniser de nouveaux milieux et l'étendue de ses peuplements dépend du mode de dispersion. Pour cela, la zoochorie est un mode particulièrement efficace, beaucoup plus en tout cas que la barochorie ou l'anémochorie. Comme dans le cas de la pollinisation, certaines collaborations pour la dispersion des graines sont extrêmement étroites. C'est le cas entre le mélocactus, un cactus d'une dizaine de centimètres de diamètre, et le lézard Tropidurus, un lézard qui vit dans les sols sableux des zones désertiques brésiliennes. Donc le cactus produit des fruits roses au niveau d'un céphalium blanchâtre situé à son sommet, et le lézard, le Tropidurus, est un des rares animaux à pouvoir manger ces fruits.
Il permet ainsi la dissémination des graines qui se trouvent dans ces déjections. Ainsi, on peut dire que les adaptations confèrent un avantage de reproduction chez la plante et un avantage de nutrition chez l'animal. Les deux espèces ont donc exercé une pression de sélection l'une sur l'autre. On parle bien ici de coévolution. On peut conclure à partir de ces 3 vidéos que l'organisation des angiospermes, leur mode de nutrition, les mécanismes de défense et leur reproduction sont parfaitement adaptés à leur mode de vie fixé. Donc comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas de choix développés par les plantes, mais bien d'une évolution résultant d'une succession de mécanismes aléatoires, donc de mutations, suivies de mécanismes évolutifs.